Rouge Live, en direct du fameux restaurant de Lachenay. Comme vous le savez, nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. Cette semaine, une belle émission. Comme vous le savez également, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. À l'ordre du jour, ma deuxième invitée, elle pratique ses fonctions avec grande passion. Elle maîtrise le tout avec doigté. Nous recevrons Cynthia Rose, une astrologue védique. Mais mon premier invité, très grand connaisseur et des décennies d'expérience dans son sport, plus que respecté dans le milieu de la boxe, une véritable bibliothèque d'anecdotes, presque un psychologue. Avec plaisir et fierté, je vous présente un entraîneur réputé, Ross Amber. Bonjour Ross. Tu viens de me dire que je suis vieux, hein? Ben, je suis obligé. Comment ça va, Ross? Ça va bien. Ça va bien? Ça va, merci pour m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi et pour nous. Ross, vous êtes une sommité dans le domaine de la boxe et encore là, je ne veux pas dire que vous êtes vieux, vous avez 4 décennies d'expérience dans le milieu. Comment vous expliquez votre longévité? Quoi, dans un mot, passionné, un rêve. Je m'attendais à ça, la passion. Tu sais, un rêve que j'ai eu de jeunesse. Tu t'as dit que j'ai des anecdotes, mais ben oui. Il y a des choses que quand ça arrive en vie, tu sais pas pourquoi ça arrive, puis tu ne portes pas attention, mais après des années, tu réfléchis à ce qui est arrivé, puis tu dis « wow ». Puis c'est ça que j'avais souhaité. Hein? Tu dis finalement, c'est ça que j'avais souhaité. J'avais rêvé, tu sais. Ben oui. Puis pour moi, c'était, je me souviens très bien, j'avais 15 ans, je travaillais dans un sport expert à Sainte-Adèle, j'étais technicien en ski, et le technicien, j'étais élevé à Sainte-Adèle, le technicien en tennis, il y avait un petit blond qui était là, que lui faisait faisait des raquettes et tout. Et on se connaissait depuis l'âge de 11 ans. On n'était pas vraiment des amis, on jouait au baseball ensemble. Puis on a appris à se connaître à l'âge de 15 ans. Okay. Puis c'est à ce moment-là, les Jeux olympiques à Montréal et tout, que j'avais tombé en amour avec la boxe. Et moi puis cet homme-là, on a commencé à travailler ensemble. Et on avait chacun un rêve. Moi, je voulais être dans la boxe. Je souhaitais, je vais devenir boxeur, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pensais pas à ce moment-là d'être entraîneur, mais j'adorais la boxe. Puis ce monsieur-là, ou ce jeune qui faisait les raquettes de tennis, il s'appelle Alain Choquette. Okay. Puis lui, il voulait devenir magicien. Ah, c'est bon ça. Fait que, on est 2 gars d'un village de Sainte-Adèle, 5000 personnes, peut-être à l'époque, gros max. Là, 2 passionnés de qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis on était 2 jeunes qui avaient des rêves, lui dans magie, puis moi dans boxe. Ben oui. Puis on a réussi, pas juste de dire qu'on le fait, mais on l'a fait à le plus haut sommet de notre métier. Et à l'âge de 15 ans, tu sais pas que ça va arriver, mais maintenant, je regarde ça puis je dis, tu sais, c'est vrai qu'est-ce que les gens disent, les rêves sont possibles. Tu sais, si tu crois à quelque chose... Vous allez avoir 60, c'est ça? Je viens d'avoir 59 d'un couple de mois, fait qu'on accélère. Ça donne un coup, Ross, 60, ou l'âge ne compte pas pour vous? Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça hier. Je me sens pas bras de 60. J'étais allé au gym hier, j'ai fait 6 rondes sur le sac, j'ai fait 2 rondes ballon de vitesse, un entraînement vite. Mais j'ai besoin que vous voyez, c'est pour ça que je reste poli. Non, c'est pas ça. Mais quand même, les années passent. Puis tu sais, quand je pense que ça fait 40 ans que je suis dans la boxe, puis quand je regarde la boxe d'aujourd'hui, ça ne ressemble du tout c'est une de mes questions. C'est une de mes questions. On va parler de l'évolution. Est-ce qu'on apprend encore, après 40 ans et tant de décennies comme coach réputé? Oui, on apprend parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Donc, la philosophie du boxeur est différente d'il y a 20 ans. Je pense que les athlètes dans tous les sports sont différents maintenant. Avant, il y a un coach, c'est lui qui dirigeait les boxeurs. Maintenant, c'est le coach qui travaille pour le boxeur. Dans les autres sports, c'est la même chose. Avant, c'était le coach, tu sais, les gens de Scotty Bowman qui étaient derrière le banc. C'est eux qui runnaient l'équipe. Je vais faire un comparatif tantôt, justement, entre les sports. J'aimerais, avant de parler de l'aspect humain de votre métier, de votre profession, on va faire un parcours, un survol de votre carrière, parce que vous avez commencé en 79, qui a été votre premier combat à titre d'entraîneur. Entraîneur adjoint, en fait, assistant. OK.
Vous m'avez dit une phrase en pré-entrevue, je suis coach pour toujours. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça démontre la passion. Parce que c'est ça, veut pas. C'est ça, tu sais, le médecin qui prend sa retraite... il va encore soigner des gens. Puis il est encore médecin. C'est ça. Il a encore la connaissance, il a encore... Tu sais, puis il va se comporter comme un médecin aussi. Donc, c'est mon métier, c'est qui je suis comme personne. Puis même maintenant, je fais plus de travail comme soigneur, cutman, faire les bandages des boxeurs, aviseur, advisor. Mais c'est ce que vous me disiez qui vous a avantagé au début. Mais c'est ça. De connaître l'ensemble de la chose. Justement, c'est ça qui est... même dans ces rôles-là, je suis encore coach. Fait que même dans ces rôles-là, le coach en moi sort tout le temps, que je crois donne un avantage énorme à les boxeurs avec qui je travaille. De comprendre les fines lignes. Ben oui, que les autres ne le comprennent pas. Donc, mais oui, je vais être toujours coach. À 20 ans, déjà propriétaire d'un gym également. 80, oui, 20 ans, c'est ça. Qui a duré combien de temps? Même avant 20 ans, mais qui a duré, je suis jusque là, 2 ans, on avait encore notre gymnase. Puis là, mais qu'on va avoir notre nouveau bâtisse, on va re-avoir notre gymnase. Fait que, mais présentement, le gymnase il est déménagé. C'est un de mes anciens boxeurs qui s'en occupe de ça. C'est un des meilleurs clubs performants dans la province maintenant encore. Fait que, lui, c'est un bon entraîneur, Mo Latif. Il est vraiment un bon entraîneur. Puis ses boxeurs sont bons. Et ça continue le legacy. Oui. L'héritage. L'héritage de Ring 83. Vous avez été analyste broadcaster de CBC et TSN pour 6 Jeux olympiques. Ouais. Vous avez formé des boxeurs tels que David Lemieux, 4 Olympiens. Nommé un boxeur venant de loin, est-ce que vous diriez David Lemieux ou un autre? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris la question. Ben, disons, un de ceux que vous avez entraîné qui venait vraiment de loin, ce serait qui? Mais venant de loin pour aller le plus loin... non, mais qui venait de loin, que ça n'avait pas l'air de ça au début, puis qui est devenu très bon. Tu sais, le vieux cliché là, de Rocky, là, c'est un gars qui a eu la vie dure, puis tout ça. Écoute, le nom que je vais vous donner, c'est... vous le connaissez pas, mais il a fini sa carrière par être un Olympien. Il avait perdu en ronde préliminaire aux Jeux olympiques d'Atlanta en 96, et il a perdu contre le médaillé d'argent. Et il a quitté le ring sur une standing ovation parce qu'il a perdu les 2 premières rondes, puis au dernier ronde, il est revenu. Il a tout donné au dernier ronde, puis le monde il a perdu. Et lui, il s'appelait comment? Il s'appelait Ron Donaldson. OK. Et Ron Donaldson, il est arrivé à mon gymnase, il avait 11 ans. Il avait de la misère à parler, j'avais de mal à comprendre. Son vrai nom, c'est Rowan. OK. Mais quand il est arrivé à l'âge de 11 ans, je ne le comprenais pas. Il dit Ron. Ah, c'est devenu Ron. C'est devenu Ron, c'est ça. C'est devenu Ron. Puis il est resté Ron. C'est peut-être la même chose avec Ron Fournier, finalement. Peut-être. Puis il était tellement pas habile. T'sais, il était tout il l'avait pas facile. Il l'avait pas facile du tout, man. Mais c'était un gars qui avait un menton. C'est pas sa technique. Il est bon pour encaisser, puis il était travaillant. Non. Il est devenu par avoir une bonne technique, mais il n'y avait pas une habilité naturelle. C'était pas un gars doué de la force, doué de la vitesse, doué d'un talent exceptionnel. Il a travaillé. Puis quand les gars, on l'appelait The Duck, le canard. Parce que quand il boxait ses pieds, il était tout petit à l'âge de 11 ans, puis des gros pieds de même, là, il était vraiment lent. Puis là, quand il donnait des coups, ses pieds suivaient ses mains, puis il était tout croche. Puis il a fini par gagner une médaille d'or au Jeux du Commonwealth. Oh wow, c'est beau. Puis il était sur l'équipe nationale, il était classé numéro 1 aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il a battu tous les Américains qui étaient là. Il est devenu vraiment... Ce qui prouve que le travail et la passion peuvent mener très loin. Ouais, c'est le gars de qui je peux dire que... Parce que c'est le gars avec le moins de talent que j'ai amené le plus loin. C'est bon, ça. Fait que pour moi, tu peux avoir des boxeurs ou des autres athlètes qui atteignent un haut sommet, mais ils sont bons, man. C'est quasiment... Tu vas échouer. La seule chose que tu peux faire, c'est d'échouer avec eux autres. Parce qu'ils sont durs pour être là. Mais Ron, c'était quelqu'un que... Il n'y a pas personne dans le Boxe Québec, Boxe Canada qui aurait pu prédire qu'il était pour avoir un succès de même. Ross, vous êtes une figure dominante
de la boxe internationale. Premier entraîneur à amener un premier Canadien pour une médaille d'argent en 86, qui était Howard Grant. Ouais. Le point principal en 1997 avec Otis Grant, champion WBO. 10 ans président de la Fédération de boxe du Québec. Ainsi de suite, on pourrait en parler longtemps de tous vos accomplissements, mais c'est quoi votre plus grande fierté, point de vue professionnel? Pas sur l'aspect humain, ça on va en parler après. Écoute, il y a sûrement quelque chose qui ressort. Je vois toujours, ça fait plusieurs fois, Steve, si tu peux imaginer, Oui. c'est pas la première fois qu'il Oui, pose oui. cette question-là, puis j'ai toujours la même Je suis réponse. pas original. Écoute, Non. tu demandes à quelqu'un, Continue. non, mais Continue. c'est- Ben oui. ma réponse n'est pas nouveau non Ben plus. oui, Fait ben que, oui. c'est le championnat du monde avec Otis Grant. Oui, c'est ce que je pensais comme réponse. Écoute, c'est Et quel encore... chic type qui est à l'émission dernièrement. Puis c'est quelque chose qu'on avait une rêve ensemble de jeunesse. Oublie pas, j'ai commencé très jeune comme Ouais, entraîneur. c'est ça. J'ai commencé à entraîner Otis, j'avais 20 ans, lui il avait 13 ans. Wow. Fait que, tu sais, il était Wow. vraiment jeune. On était tous les deux jeunes, là, tu sais. Fait que pour nous, hey, wow, on va devenir champion du monde, là. Puis on a réussi à le faire. Ouais, c'est Puis super, ça, c'est quelque chose... Un qui vrai va rêve toujours- réalisé. J'ai eu beaucoup de plaisir avec beaucoup de différents boxeurs et différents accomplissements. Il y a des faits saillantes de ma vie que je peux en parler après Ben finir. oui. Mais the number one, c'est le championnat du monde avec Otis. En Angleterre, dans le backyard de Ryan Ouais, Rhodes. c'est ça. Ça va toujours être spécial pour On moi. va maintenant parler un petit peu de l'aspect humain de votre profession en tant qu'entraîneur, parce que peu importe le sport, je vais reprendre vos termes, connaître ses athlètes, peser sur les bons boutons, être motivateur. Mais c'est quoi la différence entre le coach de boxe, qui selon moi est un psychologue, comme dans les autres sports, mais est un guide peut-être un peu plus personnalisé, un guide spirituel? C'est quoi votre modèle? Et c'est quoi la différence entre un entraîneur de boxe et un entraîneur, disons, de hockey ou de baseball? C'est un sport d'équipe, c'est très différent. Non, je suis pas sûr que c'est si différent que ça. Ah oui? Écoute, je pense que dans tous les sports, le gérant, baseball, le coach au hockey, l'entraîneur à boxe, Ouais. Scotty Bowman aussi au hockey, là, comme on disait. on a chacun un rôle à jouer précis dans notre sport et Ouais. d'utiliser une psychologie envers notre athlète dans le sport qu'on dirige au moment où on a besoin de sortir ça, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans un match, que ce soit dans les dernières minutes d'un match, peu importe. Tu as toujours besoin de sortir ça. Fait que j'ai toujours dit que je suis entraîneur et Steve, je suis convaincu que si j'ai commencé mon carrière d'entraîneur à 18 ans, je suis certain, je suis convaincu, il y a juste Dieu lui-même qui pourrait me dire le contraire. Si j'aurais choisi un autre sport que j'adorais, qui est le baseball, Ouais. ou le hockey, Vous auriez j'étais réussi gardien, pareil. j'aurais réussi Ouais. le même niveau que j'ai réussi À cause de en votre boxe. psychologie, fort probablement. Pas juste la psychologie, mais La passion. la passion de enseigner aussi. Ouais. Je pense que L'implication. je peux enseigner. Puis je le fais même aujourd'hui. J'adore jouer au billard. Oui. Puis souvent, je rencontre des gens qui disent « Oh non, je suis pas bon. » Mais tiens, je vais te le montrer. Ouais, c'est ça. Puis en dedans de quelques minutes, je suis capable de les positionner, de les montrer une belle technique. Pour tous les coups, ils font des boules. Puis ils n'attendent pas à faire des boules. « Ah, je le fais. » Je suis capable de m'enseigner, je comprends la technique nécessaire pour des différents sports. Je sais que ça prend une certaine technique et c'est pour ça que le golf est si frustrant parce que maintenant c'est difficile de faire oui. ça. Puis ça, c'est technique au bout. Ben là, oui. mais un bon enseignant peut sortir les qualités de quelqu'un quand tu es bien enseigné. Ross, parlant de qualité d'un bon boxeur, quelles sont les qualités d'un bon boxeur? Et you have to be cocky to win. Est-ce qu'il faut être cocky dans le sport professionnel selon vous? Une question que j'ai posée à d'autres sportifs. Écoute, cocky, confiant, ça dépend comment tu veux C'est une question de confiance, je veux pas. C'est une question de confiance. Il y en a qui, leur confiance est tranquille, puis elle dit pas grand-chose. Il y en a d'autres qui sont obligés de le prononcer. Comme Mohamed Je Ali, pense- disons. Oui, mais je pense où Floyd Mayweather, mettons, pour Oui. un boxeur Oui. plus récent, mais je pense où le danger existe, c'est quand la confiance puis la coquille dépassent l'habilité et le talent.
Et ça, c'est quand tu dis, mais pour qui tu te prends, toi? Comme on le disait avant l'émission, quelqu'un qui est arrogant, que ce soit dans les médias ou dans le sport professionnel, ça dure pas longtemps. Non. Mais s'il y a le talent... Et ça motive l'adversaire, en plus. Ben oui. Mais si le gars, il est talentueux, plus arrogant, cocky, confiant, dépendamment lequel... Tu sais, c'est... Écoute, tu peux pas dire rien contre le gars. Le gars, il a vanté qu'est-ce qu'il est capable de le faire, puis il l'a fait. Il walks the walk, il talks the talk. Mais souvent, tu en as ceux qui talk the talk, mais la marche, c'est very bad. Ça marche pas bien. C'est difficile, la décision de lancer la serviette. Il y a eu sûrement des occasions où c'était crève-cœur. Moi, c'est 2 fois. 2 fois dans ma vie que vous le faites, il n'est pas d'accord, disons, ou... Que ça m'a fait crève-cœur, si tu veux. Un peu. Un, c'était avec Otis contre Roy Jones. Oui, ça, je me rappelle de ça. Puis j'ai décidé de le faire parce que je pense que... Écoute, on savait qu'on était dans un combat très difficile avec Roy Jones. Otis montait de catégorie. C'était quasiment une mission impossible presque pour gagner ce combat-là. Donc j'ai pris la décision dans le 10e round que Otis, il s'est pas fait faire mal, mais j'ai dit tant mieux. J'ai donné assez de chance, on n'a pas gagné une ronde. Ça fait 3 fois qu'on est allé au tapis ou 2 fois qu'on est allé au tapis dans le combat. J'ai dit on peut pas gagner une décision. C'est ça, we live to fight another day. Puis l'autre c'était contre le mieux, puis contre Rubio. Et celui-là, c'était un différent crève-cœur. Pas une crève-cœur parce qu'il a perdu le combat et il fallait que j'arrête le combat, mais c'est parce qu'il ne s'est pas bien préparé pour le combat. Ça faisait 1 an qu'il ne prenait pas sa carrière au sérieux. Il pensait qu'il était capable d'aller dans le ring, knocker tout le monde. Tu sais, 2 rounds. Aussi à l'extérieur du ring. C'est ça. Fait que, ça aussi, on va en parler plus loin. Il aurait pu battre ce gars-là si le dernier année, s'il avait pris le dernier année aussi sérieux qu'il avait pris son premier année de boxe professionnelle où il faisait des 4 rondes puis des 6 rondes. Mais il était dans le gym tout le temps. S'il aurait pris le même sérieux, là, il aurait battu Rubio sans problème. Fait que ça, c'est ce qui m'a fait un peu crève-cœur dans ça. Il y a des gens qui carburent à la pression. Moi, je me définis comme ça. D'autres, c'est plus difficile. Mais est-ce que la pression en vieillissant, que ce soit pour un athlète ou pour un entraîneur, c'est plus difficile ou ça ne change rien? Quand on vieillit. Quand on a plus d'expérience, c'est sûr qu'on aborde la difficulté face à la pression de façon différente. Mais est-ce qu'il y a un aspect de la pression qui est peut-être plus difficile à prendre en vieillissant? Je pense, Steve, chaque athlète, chaque entraîneur répond différemment à ça. Oui. Dans votre cas, c'est quoi? Pour moi, et je vais répondre à ça avec une anecdote. Oui. Quand Lucien Boutet affrontait Jean Pascal, on était à le pesée officiel, puis le père de Jean Pascal m'a dit « Russ, il dit, t'es pas nerveux, man, regarde tout le monde qui est ici. » Et j'ai dit « There's no other place I should be. » Ça, j'aime ça. Tu sais, je suis tellement Pressure à l'aise. situations. Tu sais, je suis né pour être là. C'est ça. Puis quand j'avais dit à Jean, j'ai dit « Tu sais, quand on rentre dans le ring, il va y en avoir 10 personnes qui vont être pour toi, puis le reste va être pour Boutet. Hein, tu le sais. Puis si vous regardez le film du combat, vous pouvez voir que quand il commence à introduire Jean, les gens et moi je tape Jean sur l'épaule de moi, je te l'avais dit qu'ils se vont contre lui, puis on riait de ça, mais sur le bord du ring, avec 20 000 personnes, on est dans le camp ennemi, tu sais, Boutet était le favori, puis moi je me sentais... Ben, ça peut être une motivation additionnelle. J'aurais pas dû être à une autre place que là dans le coin. Fait que pour moi, non problem. Puis j'ai fait beaucoup de combats importants, là, des grands combats de championnat du monde. C'est ça. Mais en tant qu'homme de coin, puis être là, je suis tellement à l'aise, comme je suis ici à l'aise avec toi de genre. Vous m'avez même frappé. Non, c'est ça. Comme j'ai fait avant. Russ, 2 questions avec des courtes réponses avant qu'on prenne une petite pause. C'est quoi votre... On essaie. Votre conseil ultime aux aspirants boxeurs, ceux qui croient qu'ils ont le talent et la détermination, si vous aviez un conseil ou 2 à donner, en 1 ou 2 phrases, qui sont très importants. Je vais te le dire dans un mot. Apprendre. L'humilité. Non, apprendre. Apprendre ton métier. Learn your trade. L'habilité, le désir n'est pas assez. Il faut que tu apprends ton métier. Corrige tes défauts, apprendre, learn, learn.
puis trouve un entraîneur qui est un bon enseignant. Une question avant qu'on passe court, à la ça? réponse. Ben, c'est parfait. C'est une bonne réponse. Pensez-vous, Ross, que dans 100 ans, les gens vont encore payer pour voir deux personnes tenter de se faire une commotion sur un ring? J'ai posé cette question-là à Otis. Je l'ai posée à plusieurs boxeurs. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Parce qu'on est dans une société de plus en plus non-violente, plus de bagarre au hockey, exemple. Pensez-vous que dans 100 ans, ça sera différent? Que les gens verront ça comme peut-être quelque chose de dépassé, ou ça sera toujours humain? Pourquoi? Mais j'étais pour te dire, pourquoi tu penses que tu penses-tu vraiment que la race humaine va changer? Ça n'a jamais changé, donc. Ça n'a jamais changé. Donc, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on l'a structuré peut-être un peu mieux. Pour moi, je trouve ça des fois, à l'époque, avant que les combats ultimes arrivent, on n'aura jamais pensé qu'il permettra ce genre de violence, si tu veux. Puis, regarde qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Fait que, pourquoi pas? C'est ça. Ross, nous allons prendre une pause, si vous me permettez. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Bâton Rouge de Lachenay, un endroit imbattable quand on parle de bon repas, une atmosphère chaleureuse, et rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet ici. C'est un restaurant de choix. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais, à Terrebonne. Et pour les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. Un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Une entreprise, comme je vous le dis, qui a beaucoup d'expérience, 23 ans déjà que ça existe, un très beau magasin, une bonne réputation, c'est tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de bas prix. Allez voir François, le propriétaire, au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance chasse et pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Ross, ça c'est une question que moi j'aime te poser à titre personnel. C'est quoi la différence entre un très bon boxeur et un champion? Qu'est-ce que les champions ont que les autres n'ont pas? Un talent naturel. C'est juste ça. Chaque champion a une petite coche de supérieur sur le reste. Et normalement, quand tu as deux gars qui ont autant de talent, puis les deux peuvent être champions du monde, ça peut être une différence dans le technique ou quelque chose qui fait la différence. Okay. Mais quand tu as l'ensemble des gars qui deviendront jamais champions, et ceux qui deviennent champions, des fois la technique est bonne, est égale, la détermination, l'habilité de prendre un coup de poing, tout est égal, mais à un moment donné, cette demi-seconde de vitesse de plus, un petit peu plus de force de frappe. Comme Guy Lafleur au hockey, comme Mike Trout au baseball. Qu'est-ce qui est le plus difficile, gagner un premier titre ou rester au sommet, disons dans le sport professionnel en général? Vous êtes de quelle école? Vous êtes difficile de gagner le premier ou c'est de rester au sommet comme les Yankees? Je pense que c'est toujours plus difficile de rester au sommet parce que... Pour quelle raison? Parce que en montant, et je peux donner juste l'exemple comme à boxe, en montant, ton cheminement des fois est moins dangereuse pour arriver au titre qu'après que tu gagnes le titre. Parce qu'après que tu gagnes le titre, il n'y a plus de question de sélectionner des adversaires. À chaque fois que tu vas le défendre, tu défends contre un gars qui mérite sa chance de devenir champion du monde. Et tu es le target. Il est bon. Et tu es le target, mais la qualité de opposition est beaucoup plus élevée. Donc, rester au sommet, c'est plus difficile. Puis comme l'ancienne phrase de dire don't look back, somebody might be gaining on you. Ça. Ross, un des gars. Ross, à leur sommet, une question encore là qui va me faire plaisir d'entendre votre réponse. Mike Tyson ou Mohamed Ali? Je pense c'est difficile de répondre à ça. Non, non, non du tout. Je pense. Puis ça peut pas être difficile, Steve, c'est une opinion. Oui. Puis mon opinion, c'est que Ali était beaucoup trop complet pour Tyson. Que Tyson, c'était plus une question de puissance. Oui. Tyson, si vous regardez sa carrière... Il n'y a pas de stratégie vraiment. Non, c'est pas vrai. Il y avait une grosse stratégie. Non, il y avait une grosse stratégie. Mais Tyson a toujours eu, si tu regardes les faits saillants de sa carrière, il a toujours eu de la difficulté avec des gars qui étaient grands, qui pouvaient boxer, qui pouvaient garder la distance. Et je pense qu'Ali était maître de ça. Je pense que le style Tyson-Ali
fait pour un exceptionnel combat, pareil comme Ali Fraser se faisait pour un exceptionnel combat, parce que les styles ils vont bien ensemble, mais je pense que le talent de Ali aura... incomparable. Avez-vous vu en passant Ali dans un ring contre un lutteur? On voit ça, c'était une foire, là. Antonio Inoki, le japonais. Ouais, j'avais déjà vu ça. Jusqu'à quel point le speech de l'entraîneur fait une différence? Et avez-vous une anecdote là-dessus où votre speech, soit d'avant-match ou soit pendant le match, que vous êtes dit ça a fait une différence vraiment? Pour qu'on explique aux gens jusqu'à quel point l'entraîneur est important. Oui, il y en a une qui me vient à tête. Et le gars est en train de s'effondrer, là, puis là vous intervenez. Ben, oui, peut-être. Encore, ça implique Jean-Pascal qui, en passant, m'a donné beaucoup de faits saillants majeurs de ma carrière. Et tous les moments que j'ai passés avec lui dans des camps d'entraînement, dans le gymnase, dans des combats, c'est un moment très spécial pour moi dans ma vie. Et une les anecdotes, encore, c'est avec Jean. C'était lors de son deuxième combat contre Adrien Diaconou, où il avait disloqué son épaule. Oui, ça je me rappelle aussi de ça. Là, dans le ring, ben, il donne un coup, là, son bras tombe de même. Là, il est de même, puis il bouge dans le ring avec son bras de même. Là, il revient dans le coin. Là, il dit, mon bras, il est disloqué. Fait que moi, je travaille son épaule. Tout d'un coup, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, c'était un pur hasard, là, tu sais. Oh, clic, je le sens cliquer dans mes mains, et j'ai dit à Marc Ramsey, j'ai dit, Étienne. Fait que là, OK, il est retourné à place. Puis, je pense que le prochain round, il est venu assez, OK. Juste avant qu'il se lève, parce que moi, qu'est-ce que je faisais toujours avec Jean, c'est qu'on le gardait sur le tabouret jusqu'au temps que la cloche sonne, et moi, je le prenais, puis je le levais quand la cloche sonnait. Puis j'ai dit, quand il était assis, puis on attend la cloche, j'ai dit à Jean, imagine Jean, lors de la conférence de presse, tu vas être capable de dire que tu l'as battu avec une main. Hey, c'est spécial. Là, il était tout fier. Il dit, oui, c'est vrai, tu sais, Jean, faut toujours... Ça, c'est encore le côté psychologue, tu sais, de allumer le gars. Jean, il adore faire des choses de même. Il adore avoir le mental edge. C'est le style Scotty Bowman. Peut-être, mais écoute, je parle pour Jean, tu sais, que lui, il cherche toujours un avantage. Puis ça, c'est, oui, c'est vrai, je vais être capable de dire à tout le monde, j'ai battu avec une main. Ça met la victoire encore plus grande. Donc, ça, c'est une des choses. Russ, est-ce qu'il faut absolument que la relation entre l'entraîneur et le boxeur soit comme une relation père-fils pour arriver à de meilleurs résultats? Je pense pas. Non? Non, je pense même... Mais vous avez vécu ça dans certains cas. Ben oui, écoute, moi avec Otis, ça a bien été, je dirais jamais père, parce qu'on est tellement proches, mais on n'avait jamais eu... C'était familial. Oui, on n'a jamais eu un argument. Le mieux, jusqu'à les 2 ou 1 an et demi avant la fin de notre relation, était superbe. Il y en a que tu gardes une relation professionnelle, il y en a d'autres avec qui tu deviens plus proche, puis ça arrive, c'est pas quelque chose que tu peux forcer. L'important, je pense que c'est de utiliser le meilleure recette qui fonctionne pour les deux. Et c'est de la trouver, c'est ça. C'est ça, comme présentement maintenant avec Usyk, avec Lomachenko, avec Mick Conlan, Badou Jack, j'ai une relation très proche. Quand ils me voient, quand j'arrive, tu sais, des fois j'arrive pour d'autres boxeurs, hey Ross, salut, ça va? Quand j'arrive pour eux, c'est hey Ross! C'est le Père Noël qui arrive. Oui, c'est ça, tu sais, c'est fun, tu sais, puis ils m'appellent, puis ils me gardent en contact. Comme moi tantôt quand vous êtes rentré dans le restaurant. Ross, il y a des problèmes à l'extérieur du ring. Souvent, je crois qu'ils sont causés par l'argent, la folie des grandeurs, la drogue. Vous avez vécu sûrement des cas où l'argent est un cadeau empoisonné. Pensez-vous qu'il y a trop d'argent dans le sport? Et pourriez-vous me donner une anecdote courte, soit d'un gaspillage, de quelqu'un qui a repris le bon chemin, mais qui a été empoisonné par l'argent? Non, j'ai pas une... Tu sais, style Mike Tyson, c'est ça, Mike? Oui, mais je peux pas te dire les détails de ça. Je ne suis pas impliqué dans leur carrière. Non. Je parle de ma carrière, des gens que je côtoie moi-même. Je peux pas penser à où l'argent
a été un problème. À part que Jean, des fois, il veut pas te payer ton tank de gaz. Tu sais, il veut essayer de... Non, je te paye pas ça. Mais à part de ça, non, j'ai jamais eu un problème de même avec un de mes boxeurs. Donc, pour vous, l'argent n'est pas un problème dans le sport professionnel? Ben, ça, c'est différent. Là. Ça, c'est une différente question. Ben oui. Un joueur de baseball qui signe un contrat de 300 millions, tu sais. Je pense qu'il y a un problème. C'est un problème de société, puis c'est un problème de la américanisation de le sport. Que, tu sais, on a perdu les valeurs des choses. Là. Tu sais, on a perdu. C'est impossible qu'un athlète, mais qu'est-ce que n'importe qui, c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est triste quand quelqu'un peut gagner plus d'argent qu'il va être jamais capable de dépenser dans sa vie, parce que quelqu'un finit par payer pour ça. Et c'est le fan, c'est le gars, c'est les annonces à TV qui augmentent les prix, que ça coûte trop cher pour aller voir un match. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Ça prend une petite fortune si tu veux amener, mettons, tes 2 fils ou madame qui est là, qui veut amener ses 3 enfants au match de hockey des Canadiens. Il faut qu'elle travaille une semaine sans arrêt pour payer ça. Là. Et le match va se terminer 1-0. Je trouve ça un peu triste qu'on est arrivé à ça. Quand l'enfant va demander un hot dog au Centre Bell, là, puis ça te coûte 7,50 le hot dog. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un déséquilibre maintenant. Je pense qu'il y a un sérieux déséquilibre dans notre société. Je lisais un article l'autre jour qui disait que aux États-Unis, présentement, il y a 3 hommes aux États-Unis qui ont plus d'argent que 160 millions de personnes de la moyenne classe et plus bas. Des gens de sport? Non. Ou c'est Bill Gates, Bezos, tu sais, fait le troisième, je pense que c'était Ross Sandberg. Je pense pas. Non, ok, d'abord. Je pense pas. Si j'avais ça, je serais pas ici aujourd'hui, Steve. Si j'étais une de ces 3. Ben non, on ferait ça de mon studio. Ah, ok, d'abord. Ross, pour terminer, le temps file. On va y aller avec les questions rafales. C'est une réponse, c'est soit un mot, un nom ou une phrase. Merci. Votre idole, votre grande influence quand vous étiez jeune, peu importe la raison. La première influence dans votre vie, c'est... Rogatien Vachon. Oh wow, là, je veux savoir pourquoi. Parce que c'est un gars qui a persévéré? Il était un 5 et 5. J'écoutais 5 et 5. Il était petit, avec des gros sideburns. Puis ça, je l'ai connu avant le masque. En 76. C'est ça. Et il n'y a pas de masque, fait qu'on voyait personne. Je regardais émission de hockey faite par Dick Irvin à l'époque. Il interviewait des joueurs, puis il parlait de faits saillants de hockey. Puis ils ont parlé à Toll Blake. Alors, excuse-moi, pas de Chimlac, parce que Toronto, il affrontait Montréal. Puis Dick Irvin lui demande, il dit, ben, qu'est-ce que t'en penses de ce gars-là? C'est en finale, ça. Ouais. Puis il a dit, à cause du gardien, on va remporter. Il dit, we will never get beat by a junior B goalie. On se laisse jamais battre par un... Puis là, moi, je me souviens de ça, puis Vachon gagne le premier game, 6-2, quelque chose comme ça. Oui. Ben oui! Il dit, puis il a dit après, Paul Chimlac a dit après, but he's the best junior B goalie in the country. Fait que Rogatien, puis j'ai eu la chance de rencontrer Rogatien il y a 2 ans à Los Angeles, après ma vie que je voulais le rencontrer. Président, directeur général, et des Kings. Puis je lui ai présenté des gants de boxe que j'ai fait pour lui, à ses couleurs et tout. Petit. Oui, mais des 10 onces, mais j'ai une anecdote que j'ai pour ça, c'est que quand j'étais jeune, puis j'avais peut-être 7-8 ans. Ça fait longtemps? Ben oui. J'ai écrit une lettre au Forum de Montréal pour avoir un autographe photo de Rogatien. Et quand c'est arrivé, parce que son nom débute avec un R, moi j'ai pris du papier transparent, puis je l'ai mis par-dessus la photo, et j'ai fait le R de la même façon que lui, et je fais encore mon R dans mon nom de la même façon que Rogatien Vachon. C'est surprenant. Est-ce qu'il faut être violent pour pratiquer la boxe? Non, du tout. Non? Quel est le meilleur coach ou votre modèle ever de toute votre carrière que vous avez vu? Tu as dit ça, c'est le meilleur coach. Après vous, disons. De boxe ou dans toutes les sports? De boxe. De boxe, je vais mettre ça dans 2 catégories. Homme de coin
Le meilleur homme de coin que j'ai vu, c'est Angelo Dundee. OK. Le meilleur coach de boxe, le meilleur enseignant de boxe, pour moi, ça va être toujours un dénommé John Davenport. Un entraîneur américain qui a travaillé avec beaucoup de grands boxeurs, incluant Lennox Lewis. Pour moi, c'était un des meilleurs coachs que j'ai jamais vu. Le meilleur combat auquel vous avez assisté, ça doit être sûrement un combat avec Arturo Gatti. Que j'ai assisté personnellement ou comme spectateur? Comme spectateur. Vous avez vu un combat, là, puis vous avez dit, ça, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, fou. Je pense que je peux... Le meilleur combat que j'ai assisté où je n'étais pas dans le coin de quelqu'un, c'était probablement Leonard contre Durand à Montréal. Tous les autres combats, tous les autres combats, je travaille avec les boxeurs. Le combat le plus émotif que vous avez eu à travailler en tant qu'entraîneur, cornerman? Émotif? Tu sais que l'émotion était palpable dans l'endroit, puis qu'il y avait peut-être beaucoup en jeu. Bien, peut-être pas sur le coup du combat, mais surtout après, c'est la victoire de Otis en Angleterre. Ah oui? Ouais. C'est quoi l'avenir de la boxe? En 2 phrases. Au Québec et de façon internationale. L'avenir de la boxe est qu'est-ce qui a toujours été, up and down. Et il y a des moments où ça va être haut, puis il y a des moments où ça va être bas. Quel pourcentage, vous avez un petit peu répondu tantôt d'une certaine façon, quel pourcentage du succès du boxeur va sur le travail? Il y a une phrase en anglais qui dit « Hard work will beat talent when talent doesn't work hard ». Donc ça, j'aime votre réponse. Qu'est-ce que la boxe nous enseigne en premier, disons spirituellement, d'homme à homme? C'est quoi que ça nous enseigne en premier, la boxe, comme sport, chez l'athlète? Fils de pas se faire toucher, ça fait mal! Don't get it! C'est quoi qui est le boxeur le plus impressionnant que vous avez rencontré en personne? Dis-lui, disons qu'il peut être imposant, il peut être musclé, on le sait qu'il a une bonne shot. Vous avez rencontré, tu as dit, ouais, lui, il est impressionnant en personne. Il y a 3 boxeurs. On met Mohamed Ali de côté parce que je l'ai rencontré quand il était vieux. Mais à leur prime, il y a 3 boxeurs, disons 4 boxeurs que j'ai rencontrés que je dis, ça c'est du exceptionnel. C'est quelque chose que tu vas voir juste. Tout. Talentueux. Qui? Roy Jones. Alexander Usyk. Vassily Lomachenko. Beterbiev. Ça c'est des gars que tu dis incroyable. Épeurant. Pour moi, il y a juste un mot pour eux. C'est écœurant qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. En 2 ou 3 phrases, quelles sont les grandes lignes de votre enseignement, de votre approche de la boxe? Si vous deviez condenser ça en 3-4 phrases, vous diriez, moi, mon approche, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 3 choses. Enseigner, puis enseigner. Moi, j'ai toujours Comme vous disiez tantôt, apprendre. Moi, j'ai toujours cru dans cette philosophie. J'ai toujours cru qu'on pouvait prendre des athlètes, peu importe le sport. Et je sers d'une théorie que j'ai, que j'appelle ça de 30% theory, le théorie de 30%. Et ça applique au hockey. De tous les jeunes qui jouent au hockey à travers le Canada, il y en a 30% qui vont avoir du succès, peu importe le coaching qu'ils vont avoir. Ils sont bons, malgré le coaching qu'ils vont avoir, c'est des gars qui sont talentueux, ils lancent fort, ils patinent, ils vont toujours être choisis parmi les meilleures équipes tout seuls. C'est ça. Il y en a un autre 30% que même si tu donnais du coaching 24 heures par jour puis qu'ils restaient chez eux à Scotty Bowman, jamais qu'ils vont atteindre ce niveau-là. Mais moi, qu'est-ce qui me préoccupe, c'est le 30% dans le milieu. Que si ces gens-là seront développés, seront enseignés, seront donnés les outils nécessaires, ils peuvent se rejoindre, plusieurs de eux peuvent se rejoindre à le 30% qui ont un talent naturel. Donc c'est pour ça qu'en boxe, on n'est pas chanceux comme les Américains, qu'on est capable d'avoir tellement un bassin de bons boxeurs qu'on prend qui qu'on veut, mais on est obligé de former qui qu'on a ici au Québec. Le gars qui rentre dans ton gym, OK, il faut que je travaille avec lui. Fait que pour faire un bon boxeur de lui, il faut que je l'enseigne comme il faut. 2 dernières questions. Jusqu'à présent, ça n'a pas fait mal, Ross? Non, c'est beau.
c'est quoi la différence entre entraîneur il y a 20 ans et maintenant? Est-ce que c'est plus compliqué maintenant? Moi, ça m'intrigue d'entendre votre réponse là-dessus. Parce que ça a tellement changé aussi au niveau des communications, exemple. Qu'est-ce qui a changé maintenant où c'est plus difficile? Parce que entraîner un boxeur n'est pas plus difficile maintenant mais maintenant, c'est de travailler avec les égos de les athlètes. À l'époque, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas ça. Là, c'est du... Tout le monde pense qu'ils sont bons. Il y a du monde qui tourne professionnel après avoir rien gagné dans les rangs amateurs. Le mot professionnel est utilisé très facilement. Tout le monde, ils se vont sur leur page Facebook, puis là, ils ont 200 followers qui pensent « Hey, t'es bon, toi, t'es boxeur professionnel. » Boxeur professionnel. Oui, mais Kim, t'as 2 victoires et 5 défaites. T'es pas bon, là, man, relax. Ça, je pense que c'est où ça a beaucoup changé comparativement à le passé. Pour terminer, avant qu'on parle de votre magasin, de ce que vous faites aussi, un mot sur Floyd Mayweather, une question un peu plus actuelle. C'est quoi votre appréciation en une phrase de la carrière de ce boxeur-là qui semble éternel, imbattable et ainsi de suite? Je ne suis pas un fan, disons, personnalité de Mayweather, c'est pas mon genre. Peut-être un peu arrogant, ouais. Mais dans le ring, qu'est-ce qu'il fait, c'est incroyable. Puis qu'est-ce qu'il fait, il ne le fait pas contre des pas bons, il le fait contre les meilleurs au monde. Lui, donc, d'être capable de rester là et de ne pas se faire toucher pendant les meilleurs boxeurs au monde, vise ta tête, il faut le faire. Ross, y a-t-il encore des jambons dans la boxe professionnelle? Des jambons? Oui. Un gars qui est là juste pour manger une claque, pour faire monter l'autre? Oui. Ça existe encore, ça? Oui. Oui? Oui. Ross, j'aimerais en terminant qu'on parle... Il y a quelqu'un qui m'a dit de donner la nouvelle adresse de votre magasin pour avoir de l'équipement. Je ne sais pas la nouvelle adresse, parce que présentement, ça s'appelle comment? C'est Rival Boxing. Oui, c'est ça. C'est maintenant, notre warehouse est situé sur le rue Champ-d'Eau à Saint-Léonard, mais on n'a plus le magasin parce que l'autre a passé, le voisin en haut, il a passé en feu, puis nous, on s'est fait victime d'une inondation de l'eau. Bon. Fait qu'on a déménagé nos bureaux, donc on est capable de faire du online, on ne ship encore, mais on n'a pas un magasin encore tel quel. Si le monde y appelle puis il veut ramasser quelque chose, on va préparer la commande, puis il peut venir la chercher, mais pour le moment, on est à Saint-Léonard, mais c'est temporaire. Ben Ross, je vous remercie. Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes si fin psychologue. Je pense qu'on aurait pu faire encore 2 heures. Facile. C'était très intéressant, très gentil. Merci d'avoir été ici. On va se reprendre. Merci, une chance que tu m'as coupé dans mes réponses, parce que sinon, on sera encore à la deuxième question. Peut-être qu'on dormirait ici. Merci, Ross. Merci. Bonne journée. Merci, Steve. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous serez traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Ben, vous pouvez laisser la place à madame. Ça me fait terminer, Ross. Merci, très gentil. Merci. Si vous vivez une infestation, vous avez compris qu'on parle de bébites ici. N'attendez pas, parce que plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. C'est très important. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé comme rarement on en voit. Vous allez être traité, comme je vous le dis, avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Appelez au 450-582-6706 pour la solution. Rive-Nord Extermination. Maintenant, je vous parle d'un de nos derniers commanditaires à se joindre à l'équipe, soit la zone vêtements de sport et classiques. C'est au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix sur place. Une super belle boutique, la zone vêtements de sport, qui est située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Gorilla Wear, Rider Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement Automix disponibles pour hommes et femmes. Des bottes d'entraînement qui sont très recherchées, disponibles sur place. Je vous donne le numéro de téléphone immédiatement dans le 450, c'est le 654-1113. Maintenant, ma deuxième invitée, elle avait bien hâte d'être avec nous et nous avions bien hâte de l'accueillir. Nous allons parler maintenant d'astrologie védique avec une spécialiste. Je vous présente Cynthia Rose. Bonjour Cynthia. Allô. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Cynthia, j'aimerais que tu m'expliques, avant qu'on parle de l'astrologie védique comme telle, faire une comparaison avec l'astrologie traditionnelle, qu'est-ce qui t'amène à devenir astrologue? Pourquoi? Tout un gros parcours. Oui. En fait, j'ai étudié le travail social. Okay. J'ai étudié également un peu la psychologie. J'ai toujours été très intéressée à aider les gens, de contribuer de cette manière-là. Avant l'ésotérisme. Exactement. Toi, c'est d'aider l'humain. Exactement. Contribuer en aidant les gens à avoir une vie qui leur reflète mieux vraiment leurs valeurs. Okay. Trouver une paix intérieure, guérir des blessures.
Donc, c'était vraiment ça qui me rejoignait. Guider les gens à faire leur chemin du mieux qu'ils le peuvent. Exactement. Puis, j'ai toujours été très spirituelle, très nerd un peu. OK. Je lis beaucoup. OK. Puis, moi, de mon côté à moi, dans mon couple à moi, on était infertile comme couple. Okay. Donc, nos chances d'avoir des enfants étaient très, très, très basses. Et là, je t'interromps. Je dois dire que tu es la première femme enceinte qui vient à l'émission, enceinte de 4 mois de ton 3e. Félicitations. Oui, de mon 3e. Tu peux continuer. Tout arrivé naturellement. Bon. Donc, et moi, quand on m'a dit officiellement mon diagnostic avec mon conjoint, que j'étais avec lui, c'est mon premier amour, et on m'a dit, j'aurai jamais d'enfant. Ah. Pour moi, c'était comme le rêve de ma vie qui tombait. Donc là, j'ai pas pu accepter ça. OK. Et j'ai fait le choix de chercher dans l'alternative, dans les médecines holistiques, dans tout ce que je pouvais trouver, OK. pour essayer de trouver une réponse à pourquoi je vivais cette expérience-là que je voulais pas accepter. Ça m'a amené dans toutes sortes de directions. Et puis, je suis une fille très ouverte d'esprit, donc j'en ai essayé des affaires. OK. Pour finalement que je rencontre un homme qui faisait ostéopathie, toutes sortes de choses. Ah ouais? Puis, de fil en Lui a trouvé la solution. Il m'a trouvé une solution, ben oui, il m'a guéri sur beaucoup de séances quand même. Mais quand même... il y avait un blocage? Est-ce que c'était un blocage un peu d'ordre psychologique également? Il y avait un mélange d'émotions, il y avait un mélange de stress, il y avait un mélange de beaucoup de choses. Puis trop vouloir aussi, c'est comme pas vouloir assez parfois. Oui, c'est ça. Puis il a rencontré mon conjoint. En tout cas, c'était toute une expérience. Mais finalement, moi, de mon côté, quand j'étais enceinte de ma première fille, j'ai commencé à vraiment vouloir lire l'astrologie, que je suis comme tombée dans la soupe. T'as pogné la piqûre. Vraiment. Et là, en voyant ma propre carte du ciel et en la décortiquant, je voyais mon problème de fertilité comme karma dans ma carte du ciel. Et là, j'ai fait « Oh my God! » Fait que ça t'a convaincu de la véracité de ces données-là. Vraiment, donc j'ai poursuivi. Et c'est vrai qu'une carte du ciel, tu peux te faire dire des choses. Si ton astrologue, je suis passé par là, tu vas te faire dire des choses qui sont très personnelles et ça vient te convaincre. Oui, mais là, c'était vraiment des expériences de vie tellement détaillées, avec des dates, avec des... Ouais. Donc, j'étais comme... J'ai voulu, par fascination, poursuivre là-dedans. Et j'ai commencé à le faire pour des amis, ensuite pour un réseau proche, et ça l'a vraiment explosé. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on exprime aux gens la différence entre l'astrologie traditionnelle avec les 12 signes, ainsi de suite, et l'astrologie védique, l'astrologie védique, j'ai bien fait mes leçons, c'est basé sur les textes sacrés hindous, et il y a 4 éléments de réincarnation, parce que c'est beaucoup la réincarnation. Il y a le karma, le kama, qui est le désir. Oui. Il y a le artha, qui est le vouloir de vivre, et le moksha, qui est le cycle. Oui. C'est ça. Oui. Mais c'est quoi la grande différence? En fait, l'astrologie provient tous de l'hindouisme. Mais à la base, l'astrologie qu'on dit tropicale est un peu différente de l'astrologie sidérale, donc hindouiste. L'astrologie hindouiste, c'est très lié à la philosophie hindouiste. Donc, ces 4 éléments-là sont les 4 raisons d'être d'un être humain sur la Terre. L'astrologie tropicale est plus comportementale, est plus liée à la psychologie, comment vous allez vous comporter dans différentes sphères de votre vie. OK. C'est ta personnalité, ton caractère. Exactement. Plutôt que l'autre, c'est peut-être plus ton avenir. Oui, c'est l'expérience, le karma, c'est dans une perspective de philosophie de réincarnation. Oui, oui. Donc, on voit c'est quoi les blocages, c'est quoi également qui va arriver comme expérience qui va être appelé à nous faire évoluer. Oui, oui. J'imagine que plusieurs des personnes qui vont te voir ont besoin d'être sécurisées. C'est ce qui explique pourquoi les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient. Toi, tu as une approche de croissance personnelle. Pourquoi les gens vont te voir en général et pourquoi on devrait aller te voir? C'est ça qui est tout mon petit background d'intervention qui est présent avec moi. Donc, la croissance personnelle, pour moi, c'est depuis longtemps super important. Je lis beaucoup sur ça. Oui. Puis donc, quand je vois une carte du ciel, souvent la personne va ouvrir finalement sur des choses de sa vie. Donc, on va élaborer des éléments qui en sont quelque part des blocages. Oui. Confiance en soi, difficulté de communication, nervosité un peu où la personne se bloque elle-même, elle se sabote. Et ça vient il y en a beaucoup de ça. Oui, énormément. Et ça vient brimer la vie de la personne. Elle ne peut pas s'accomplir, se réaliser à la pleine mesure de ce qu'elle serait capable de faire. Et comme le cerveau marche beaucoup par programmation, en vieillissant, c'est encore plus dur à se défaire de ce « misère, au malheur » là. Exactement. Donc, moi, mon approche, c'est très basée sur j'utilise la carte du ciel, je vois tous les enseignements, je suis honnête par rapport à ça, c'est sûr. Il n'y aura jamais de choses dites qui sont des cauchemars. Il ne faut pas avoir peur non plus. Mais la quête
de la paix intérieure, comme tu me disais, c'est l'objectif numéro 1 de la plupart des gens. Oui. Et des fois, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Oui, la paix intérieure, je trouve ça tellement important parce qu'on est dans une société très productive, très axée sur... Mais le capitalisme, exactement, tu jettes de la nourriture, tu regardes par la fenêtre pendant que ton voisin perd sa maison et c'est normal, ce qu'il n'est pas finalement. Non, vraiment pas. Puis souvent, je vois les gens, ils pédalent beaucoup, puis en bout de ligne, ils ont comme toutes sortes de bagages qui ont besoin de simplement lâcher prise et d'apprendre à être en paix avec ce qui a été leur expérience à eux. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Donc moi, je travaille beaucoup avec eux pour la paix intérieure, cette sérénité-là de vivre aussi. Et le premier pas, comme on en parlait toi et moi en pré-entrevue, c'est de croire, de vouloir avancer. Parfois, c'est seulement acheter un bouquin. Mais tu as des bouquins avec toi. Oui. Si tu veux en présenter 2 ou 3 avant qu'on parle de réincarnation, oui. tu veux en présenter 2 ou 3 qui t'ont influencé, que tu pourrais donner comme suggestion. Oui. Le premier. J'ai amené Pouvoir contre Force, qui est à propos des niveaux de conscience. De David Hawkins. Oui, c'est un docteur. C'est un livre vraiment fascinant dans la mesure où il parle combien tout possède une forme d'énergie et un niveau de conscience, un niveau de vibration. Donc, même en tant qu'être humain, on n'a pas tous les mêmes niveaux de conscience encore parce qu'il y a une évolution. On n'est pas tous en train de vivre les mêmes expériences. Ben oui, mais tout le monde, on a une interrelation ensemble. Dans ce livre-là, il parle de tous les stades des niveaux de conscience, des impacts aussi qu'on a les uns envers les autres, un peu comme dans la loi du centième singe, que quand la plupart, mettons le centième singe faisait quelque chose, tous les singes se mettaient à le faire avec. Donc, il y a comme quelque chose sur le fait qu'on est tous connectés ensemble. Ça marche-tu s'ils sont 90? Ben, je sais pas, c'est bon. science. Mais en gros, c'est qu'on est tous connectés ensemble par la conscience. Donc, plus personne à l'intérieur d'elle avance sur le plan de sa conscience, plus elle fait aussi avancer les autres avec elle. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre-là aussi, il mentionne combien c'est en fait quelques personnes qui ont maintenu pendant longtemps l'humanité. Sinon, on serait probablement autodétruit. Gandhi, oui, Gandhi. Jésus. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on remarque, là, ce qu'on peut remarquer aussi, je pense, concernant les grands personnages, c'est que oui, disons Jésus, plein de bonté, il distribue cette bonté-là, les gens veulent le voir, il est charismatique, mais je pense qu'on voit ça souvent chez des gens qui ont eu une fin atroce. Il rencontre aussi l'extrême opposé au niveau de ses énergies, ça aussi on en parlait, et il rencontre l'extrême cruauté, ce qui explique un peu sa mort. Je veux dire, il dégageait tellement de bonnes choses selon moi qu'il voulait tout simplement enseigner le partage et l'amour. Il a rencontré l'ultime méchanceté, et ce qui explique le massacre de la faim. Et on voit parfois des gens victimes aussi qui sont de très bonnes personnes, et ça se termine très mal. Peut-être une autre suggestion, tiens? Ben oui, ça c'est un peu pour aller dans la même perspective que ça. Celui-ci est en anglais? Il est en anglais, celui-là. Je l'ai en anglais. Transcender, si on fait les niveaux de conscience. Oui, ça suit, dans le fond, de comprendre que les niveaux de conscience... Transcending the levels of consciousness. Donc, ça aide à comprendre comment évoluer par rapport à la conscience. Oui. OK, puis un dernier, tiens. Oui. Celui-là, je l'ai lu, il m'a vraiment marqué. Oui. C'est, maybe, peut-être c'est toi, dans le fond, de se responsabiliser par rapport à sa vie. C'est quelque chose qui est naturel, qui est normal à l'humain de chercher on se raconte des histoires, on va chercher des excuses aussi par rapport à nos histoires, mais souvent ça peut devenir de l'auto-sabotage aussi. C'est de comprendre qu'on n'est peut-être pas responsable de la blessure, mais on est responsable de la guérir, cependant. Ah, ça c'est bien, j'aime ce que tu dis. Cynthia, on parle beaucoup de réincarnation dans ce que tu enseignes, l'astrologie védique. Nous sommes avec Cynthia Rose, astrologue. Mais la réincarnation, je vais t'envoyer une idée, puis j'aimerais, comme on l'a déjà fait précédemment, tu viens contrecarrer à ta façon ce que je vais dire, parce que c'est un point quand même un peu pesant. La réincarnation, grosso modo, c'est qu'il y a des niveaux de conscience. Avant chaque vie, si tu te réincarnes, tu pourrais même choisir tes épreuves pour arriver à un niveau de conscience élevé. Certaines religions disent, disons, il y a 8 niveaux, ainsi de suite. Mais l'idée principale, c'est de s'améliorer comme personne, devenir meilleur, mais pas meilleur par rapport aux voisins, mais à une meilleure personne. Ma question, si après des millénaires de réincarnation, on constate que l'être humain n'a que très peu évolué, c'est encore la guerre, la convoitise, et ainsi de suite, en quoi est-ce que la réincarnation serait vraie? Parce que selon moi, après 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans de réincarnation de façon collective, on devrait vivre d'autres choses que toutes ces niaiseries-là qu'on vit présentement. C'est vraiment une bonne question. Ton point de vue là-dessus, oui, c'est une bonne question. Mais j'aime te voir la démolir. Oui. J'aime la question,
Mais justement, sont sous la philosophie hindouiste. Il existe les cycles qu'on appelle les yugas. Il y en a 4. Et depuis plusieurs millénaires, on était dans le yuga qui se nomme Kali, qui est le plus sombre, le plus ténébreux, qui est celui même où l'humain allait perdre ses connaissances, telles que l'électricité. Ce qu'on vit un peu présentement, peut-être? Oui, exactement. Et là, selon la mathématique, on serait depuis 2012 en train d'arriver dans le Dwapara, qui est totalement un autre yuga, et l'ascension planétaire est en train de débuter. Donc, depuis, dans les derniers millénaires, c'était simplement que le niveau de conscience était très, très bas. Certains éléments, certaines personnes avatars sont venues sur Terre, ont maintenu la Terre assez élevée, mais il y a toute une ascension planétaire maintenant qui va quand même dans les prochains milliers d'années. Il ne faut pas s'attendre non plus à demain, mais l'évolution se fait, oui, mais sur un laps de temps. Même si on la voit peu, elle est là. Elle est là. Même que le Kali est le plus petit. Elle est dormante. Oui, mais c'est aussi le plus petit, en fait, yuga. Donc, nous, on le voit comme énorme parce que c'est complètement tragique tout ce qui s'est passé. Mais en tant que tel, oui, ça fait partie des expériences et ça fait partie de l'évolution de l'être. Quand je parle avec toi, je vois que c'est crédible. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue sur le fait que les gens qui sont soit dans l'ésotérisme, dans l'astrologie, ne sont pas crédibles parfois ou vont tenter, comme dans des séances de spiritisme, de tricher. Alors là, il n'y a plus de crédibilité. Est-ce que tu penses que c'est ton adversaire numéro un, des fois? Comment je pourrais dire? Le regard des gens sur ces sphères-là, comme l'astrologie, et ce n'est pas crédible selon eux, alors que ça peut l'être très bien. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Parce que tu vis un petit peu un préjugé. Oui. Tu dois l'entendre même au quotidien. Oui. Parce que gagner sa vie en étant astrologue, je veux dire, c'est peu commun. C'est très peu commun. C'est de plus en plus, je pense, recherché cependant. C'est vrai qu'on a souvent aussi une espèce d'image de cette espèce de voyante-là qu'on voit dans le marché aux puces, qui prend rapidement. C'est de ça que je parlais. C'est sûr que ça vient biaiser notre jugement par rapport à la situation. C'est un peu un manque de... Et là, je ne vais pas juger personne, mais il y a un manque de sérieux. Oui, il semble avoir un manque de sérieux. Sauf que, par exemple, l'astrologie védique, c'est quelque chose qui est une science, un art dans l'art hindouiste. Parmi, ça s'appelle un Vedanga, Jyotish, qui est la lumière, c'est les yeux des Védas. C'est très sérieux. C'est 30 ans facilement d'études et on n'a pas encore totalement touché à tout ce qui est les connaissances. Donc, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Oui, on est face à des jugements, on est face à c'est quoi un peu les préjugés, mais je pense qu'en quelque part, tout le monde est un peu dans ces genres de stéréotypes-là. Pas seulement ce que moi je fais, mais d'autres personnes sur d'autres types de métiers vont avoir à vivre ce genre de jugement-là par rapport à peut-être un autre concept. Donc là arrive la partie, je pense, qui est plus reliée à moi-même avec face au jugement, comment moi je le vis. Mais je crois en ce que je fais. Pour moi, j'ai pas besoin de le prouver parce que je le sais. Et il y a un niveau... Et tu as une influence chez des gens. Oui. Veux pas qui te l'ont dit, c'est ça. Puis il y a un autre côté où je vois ça comme ceux qui sont prêts et ceux à qui ça intéresse, ceux qui sont ouverts d'esprit vont venir vers moi et la connexion va se faire super bien. Et s'ils ne sont pas, ben c'est pas plus grave que ça. C'est ça. Il y a pas... c'est le lâcher prise, c'est de laisser les choses. C'est faire attention, c'est sûr. Il y a des gens parfois qui sont mal intentionnés, ça fait partie de la société, c'est malheureux. Donc il faut avoir un peu de discernement quand même par rapport à ça. Donc ta plus grande fierté, c'est d'aider. Nous allons prendre une petite pause. Je vais faire une annonce. Quand vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, je vous recommande un endroit qui est vraiment fort intéressant. Vous allez être traité avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit tout désigné. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit résidentiel, commercial. Vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique. C'est l'endroit pour vous. C'est surprenant ce que vous allez trouver. Et c'est pas dur à trouver non plus comme endroit, puisque c'est situé dans le complexe de la Marina, situé au 358 Notre-Dame. À Repentigny. Les réparations aussi sont faites sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-68-49, le centre de liquidation audio usagé. On va revenir à nos moutons, Cynthia. Moi, j'ai une question, je pense que les gens peuvent se poser, parce que la plupart des gens, ça va être mon avant-dernière question, vont te voir en général pour quelle raison. Mais il y a une question qu'on peut se poser pour les gens, disons, c'est une question guide. Je crois que ça fonctionne. La question qu'on doit se poser quand on se pose, est-ce que je dois faire ça ou pas? Qu'est-ce que je ferais si je disposais de tout l'or du monde? Et si la réponse demeure la même,
Exemple, moi, quand même que j'aurais 10 millions dans mon compte de banque, je voudrais être ici à faire ça avec toi. Donc, je sais que je suis dans la bonne voie. Un commentaire là-dessus? Il y a plusieurs raisons. Ça dit tout, cette question-là. Oui, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire à quel point c'est une vocation et une raison d'être. Oui. On a tous plusieurs raisons d'être. On a des vocations qui sont appelées à arriver. Il n'y en a pas juste une. Ouais. Mais cette partie-là de l'âme, cette conscience-là qui veut venir dans l'expérience vivre quelque chose, c'est pas pour rien. Et il y a souvent, c'est là les kamas aussi. Les kamas, c'est les désirs. Quand la conscience vient un désir énorme d'aller vivre une certaine expérience, elle ne peut pas passer à l'autre niveau parce que le désir est tellement grand qu'elle veut venir le vivre. Donc, c'est pas pour rien tous ces appels-là qu'on a, toutes ces vocations-là qu'on a. Il y a des kamas à travers ça qui ont besoin d'être vécus. Donc, toi, tu donnes une signification, comme moi je le fais, toute particulière aux coïncidences, à la synchronicité. Ce n'est pas là pour rien. Il faut savoir écouter, comme on dit, les signes. Est-ce que tu voudrais, en terminant, donner comment on peut te rejoindre? Quelqu'un qui voudrait consulter une astrologue védique d'expérience et qui sait où elle s'en va. Ça serait quoi ta meilleure façon pour te rejoindre? Vous pouvez m'écrire un courriel. Sur Facebook? Sur Facebook, Cynthia Rose. Également, un courriel, mon courriel, Cynthia, CYNTHIA, Archambault, comme le magasin de musique. Okay. À commercial@gmail.com. Vous pouvez m'écrire pour avoir une consultation. Je vais vous envoyer ma plateforme pour une prise de rendez-vous. Puis on va se rencontrer. Bien, Cynthia, merci de cette présence. On va se reprendre parce qu'encore là, comme avec Russ, on aurait pu en parler très longtemps. C'est fort intéressant. Et si tu as pu influencer une seule personne, comme dans ton métier, bien, le job est fait. C'est un peu ce que je pense dans la vie. Merci Cynthia, très gentille. Vous le savez, il y a une deuxième émission qui tarde à reprendre l'antenne puisque la Marina de Repentigny pour Quai Marina Live est toujours fermée. Et oui, ça nous manque la Marina pour la gentillesse du personnel, la gaieté, la stabilité, la bonne humeur que respire l'endroit. Mais c'est pour bientôt, n'oubliez pas, présentement c'est ouvert. Vous avez la terrasse avec un menu terrasse le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc c'est limité, mais ça s'en vient. Ce qui va reprendre aussi, on a bien hâte, ce sont les jeudis de cours de danse country pop tout à fait gratuit donné par Nathalie Pelletier. L'ambiance et se faire des amis, c'est l'endroit tout désigné dès 19h, la Marina le jeudi. C'est pour bientôt, on l'espère. Maintenant, on va parler de sport. Encore 5 minutes. On va parler de sport, on va parler du Canadien de Montréal. Ce qui se passe présentement est excellent pour l'organisation, cette victoire contre les Pingouins. Tranquillement, on voit un changement qui s'opère, un changement de climat. C'est efficace, c'est donc plus léger. On pense à la victoire, une soif de victoire semble se créer. C'est très important. Et il ne faut pas oublier aussi que le Canadien était la 24e équipe sur 24 inscrite au tournoi. Donc, c'est un exploit. La victoire qui redonne espoir et intérêt. Le Canadien a su frustrer les joueurs des Pingouins, n'ont pas laissé prendre les joueurs des Pingouins un rythme, spécialement dans le 4e match. Le jeu serré a payé le CH. La profondeur aussi du club, on la voit bien. On a quand même 4 bonnes lignes équilibrées. Le jeu de patience, ça c'est à l'avantage du Canadien. Un bon jeu de transition également. Il faudra faire la même chose contre les Flyers. On voit qu'il n'y a aucune rouille, que ce soit du côté du Canadien, des Pingouins, peu importe l'équipe, ils se sont bien entraînés, ils étaient prêts. Ça a été vraiment intéressant. C'est une expérience aussi qui vaut de l'or pour les jeunes parce que des matchs en séries éliminatoires, c'est une expérience acquise inestimable. Beaucoup de crédit et chapeau à Claude Julien qui a trouvé la recette gagnante pour battre une meilleure équipe. Et c'est pas seulement l'affaire d'un joueur, c'est une victoire d'équipe. Oui, Price est important, mais c'est pas seulement lui. Et quoi de mieux qu'un blanchissage pour venir éliminer les Pingouins. Et soit dit en passant, Sidney Crosby a été éliminé et blanchi le jour de son anniversaire. Maintenant, contre les Flyers, il y a une bagarre, la bagarre des ex, que moi j'aime bien dire, qui va peut-être passer sous silence. Ce sont 2 joueurs de 4e trio. Nate Thompson, qui jouait pour le Canadien cette année, se retrouve avec les Flyers de nouveau. Et Dale Weiss, lui, c'est un ex-Flyers qui a joué là avec Philadelphie pendant 3 ans. J'ai bien hâte de voir cette petite confrontation. Montréal devra démontrer plus de désir, respecter son plan de match comme on l'a fait contre les Pingouins. Donc le premier match donne le ton à une série, ça c'est bien connu. On aura une bonne appréciation de ce qui nous attend dans ce 4-2-7 après le premier match. C'est une année bizarre, unorthodoxe. J'aime les chances du Canadien. J'aurais mieux aimé affronter Tampa Bay. Mais le facteur Price va encore jouer. Je vais me laisser emporter par l'émotion. Je vous dis le Canadien en 6. On a un Big Tree avec Weber, Petrie
et cheery up. Je pense que ça vaut beaucoup pour le Canadien. Mais le match numéro 1, si les arbitres peuvent laisser jouer les joueurs, eh bien, ça va être une bonne indication de la série. Maintenant, un mot sur le Royal de Repentigny de la Ligue de baseball junior élite du Québec, le club affilié à l'émission. Il faut souligner un exploit qui a eu lieu, c'est digne de mention, qui a eu lieu le mercredi 5 août. C'est Victor Bergeron, un lanceur du Royal, qui a gagné le trophée Plante Sport Excellence de la semaine. Mais il y a été, vous savez, un match sans point de coup sûr dans le baseball, c'est plutôt rare. C'est le premier en 5 ans. Il a lancé un match sans point de coup sûr, une victoire de 4-0 contre les Orioles de Montréal. Maintenant, le Royal a une fiche de 7-7. Le match d'hier a été remis en cause de la pluie. Et nous sommes sur une séquence de 3 victoires d'affilée. Alors, bonne chance au Royal. Maintenant, un mot sur Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, qui est situé au 1133 Notre-Dame. Le travail est bien fait, la confiance règne, c'est le respect du client. Beaucoup d'explications en premier vous sont données sur ce qui se passe. De longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de les mécaniques. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. N'oubliez pas les 3 mots très importants. Chaque semaine, je vous le dis, spécialement dans le confinement, on a pris conscience de l'importance de ces 3 mots qui vont vous donner 2 réponses. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Appelez un ami. Comment ça va? Ça vient réchauffer le cœur, ça sème un brin de joie et d'optimisme. Vous allez savoir qui sont vos vrais amis, en plus de semer beaucoup de joie parfois chez les gens. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Et maintenant, un service de téléconsultation en ligne est disponible et nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com, évidemment dans la section téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficulté à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions. Ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, consulter ne veut pas dire maladie mentale, ça c'est un vieux préjugé. Donc vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, c'est pour vous. Située au 293-293 boulevard Lacombe. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 813-2986. Un mot sur le centre d'imagerie Pixel, l'incontournable, très important ici dans notre équipe de partenaires. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Pas dur non plus à trouver, c'est en face de la Marina, au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654-99-44. N'oubliez pas le port du masque. Oui, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contestataires, mais c'est en équipe que nous allons éviter une deuxième vague, un deuxième confinement. Ça serait dramatique. Et suite à cette crise, espérons qu'il y aura une prise de conscience collective. On l'espère vivement. C'est le temps de tourner le selfie vers le voisin. Et n'oubliez pas les 3 mots très importants. Comment ça va? Appelez un ami. Ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.